Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour vivre le temps fort de la semaine parlementaire, la reprise des questions d'actualité au gouvernement. C'est à suivre en exclusivité et en intégralité sur Public Sénat. Et au sommaire de cette émission, 45 minutes d'échange direct entre les sénateurs et le gouvernement. Nous allons tout analyser, tout commenter avec nos journalistes Alice Bardot dans l'hémicycle et Alexandre Poussard qui recueille pour nous toutes les réactions dans la salle des conférences. À tout à l'heure. Le gouvernement renonce à son projet de réduire une aide pour les seniors destinée à l'emploi à domicile. Les explications d'Édouard Philippe dans un instant et toutes les réactions au Sénat. Enfin, nouvelle journée de manifestation contre la réforme des retraites. Un texte qui provoque une levée de boucliers alors qu'il n'est même pas encore écrit. Qu'en disent les sénateurs? On voit ça tout à l'heure. Et n'hésitez pas à réagir et à commenter toute cette émission avec le hashtag QAG. Je vous le disais en titre, le gouvernement renonce à supprimer l'exonération fiscale accordée aux seniors de plus de 70 ans qui emploient une aide à domicile. Une mesure contestée jusque dans les rangs de la majorité présidentielle. On écoute les explications du Premier ministre Édouard Philippe. On prend tout de suite la direction de la salle des conférences avec vous, Alexandre Poussard. Vous êtes avec Patrick Kanner, le président du groupe socialiste au Sénat. Alors est-ce que ce recul d'Édouard Philippe le satisfait ? Patrick Kanner, qu'est-ce que vous avez pensé de ce rétro-pédalage d'Édouard Philippe sur ce coup de rabot fiscal qui visait les seniors? À d'autres époques, on aurait appelé ça un grand couac. En tout cas, une grande cacophonie gouvernementale. On ne peut pas comme ça prendre en otage des dizaines de milliers de personnes âgées qui font appel à l'aide à domicile. On est dans une situation qui est pour moi ubuesque, à savoir que manifestement cette mesure était inscrite dans le marbre du budget qui va nous être présenté, en tout cas on l'espère un jour à venir par le gouvernement, et d'un coup de rabot inverse, il y a 350 millions de dépenses fiscales qui disparaissent aussi vite qu'elles sont apparues. Donc moi je suis très inquiet sur cette méthode de travail, et puis je vais vous dire, les personnes âgées de ce pays, nos retraités, ont déjà subi la hausse de la CSG sur leur retraite, le gel de leur retraite. Donc ça ne peut pas être la variable d'ajustement des mauvais choix budgétaires du gouvernement. Est-ce que vous avez le sentiment qu'Emmanuel Macron mène une politique anti-senior? En tout cas, il mène une politique au doigt mouillé. Et manifestement, c'est lui qui a dû siffler la fin de la récréation de l'Assemblée générale de l'ONU, où il a bien d'autres chats à fouetter manifestement. Donc une situation que je qualifierais d'imprévision par le gouvernement. Attention de ne pas, sinon désespérer les Français, en tout cas les prendre pour des gens qui ne comprendraient pas aujourd'hui les enjeux de ce pays. Et dire hier soir qu'on allait supprimer cette exonération fiscale et la remettre aujourd'hui en place en pleine question d'actualité, dénonçant son ministre du Travail, Mme Pénicaud, M. Édouard Philippe devrait quand même regarder un petit peu comment fonctionne son gouvernement. Alors du coup, cette mesure était censée faire des économies, des centaines de millions d'euros économisés. Comment on fait pour combler les trous? Déjà, c'est une mauvaise mesure. Rappelons-le, parce que ça aurait réencouragé le travail au noir, très concrètement, et ça aurait supprimé des milliers, des dizaines de milliers d'emplois qualifiés, non délocalisables et utiles pour les personnes âgées. Donc, comment faire, j'ai envie de dire, j'attends la réponse du gouvernement. Aujourd'hui, et je crois que c'est une première en France, nous n'avons aucun élément sur les grands équilibres budgétaires de ce pays, alors que dans 3 jours, on nous présente la maquette. Où va-t-on? C'est une vraie question qu'on peut se poser aujourd'hui. Très bien. Merci Patrick Kanner pour votre réaction. Merci beaucoup Alexandre, on vous retrouve tout au long de cette émission. Autre sujet conflictuel, les retraites. Après les professions libérales, la RATP, Force ouvrière, c'est aujourd'hui la CGT qui défile contre la future réforme. Pourtant, le gouvernement temporise sur ce texte. Au Sénat, à droite comme à gauche, on demande à l'exécutif de l'écoute face à cette contestation. Béatrice Finzan avec Sandra Cerquera. Urgence environnementale et sociale. Après le 20 septembre, nouvelle mobilisation contre la réforme des retraites cette fois-ci. Alors que Matignon a multiplié début septembre les rencontres avec les partenaires sociaux, la CGT en tête du cortège dénonce un projet de réforme qui fragiliserait les pensions. Travailler plus longtemps pour gagner moins, ça c'est le mot d'ordre du gouvernement. Ici c'est travailler moins longtemps et avoir une pension qui permette de vivre. Donc nous, vous savez, nous sommes pour le retour à la retraite à 60 ans. Nous sommes pour un seuil minimum de pension de 75% d'un SMIC à 1 800 €. Alors que dans la rue, la grogne contre l'exécutif continue. Du côté des parlementaires, même constat, il faut écouter et réagir.
L'opinion, je dirais, s'impatiente, elle exprime, je dirais, parfois dans des attitudes assez violentes, son incompréhension devant l'incapacité des autorités publiques à maîtriser les enjeux de demain. Les enjeux de demain, mais dès à présent, à droite aussi, on s'impatiente face à une réforme qui traîne. Soyons francs, de report en report, on ne sait plus très bien ce que veut le gouvernement. Parce que quand même, après 18 mois de discussion et négociation par Jean-Paul Delevoye, on nous dit qu'on a réouvert plus d'1 an de discussion. Donc on ne sait plus d'ailleurs quand est-ce que fait cette réforme des retraites. On nous dit normalement début 2025, vous imaginez, avec convergence de 2025 à 2040. Après moi le déluge, hein. La loi sur la réforme des retraites devrait être présentée avant l'été 2020. Prochain rendez-vous à la fin du mois. Emmanuel Macron doit lancer une grande concertation citoyenne. Place à présent au premier texte débattu en cette rentrée, le projet de loi sur l'économie circulaire et contre le gaspillage. Un texte qui déçoit les sénateurs. Une mesure focalise l'attention et la polémique. La consigne pour les bouteilles en plastique. Explication de Louis Duménil. Je crois qu'il faut à tout texte de loi son objet transitionnel, son symbole. Eh bien, peut-être que dans ce projet de loi, ce sera la consigne. Ce devait être la tête d'affiche du projet de loi anti-gaspillage. La consigne en sera finalement le point de crispation. Examiné par la Commission de l'aménagement du territoire, le texte a laissé les sénateurs sur leur faim. La secrétaire d'État avait pour objectif de mettre en place la consigne d'ici la fin du quinquennat. Une consigne qui s'appliquera uniquement aux bouteilles en plastique recyclables. Un non-sens écologique pour le président de la Commission. Alors qu'il faut mettre en place des solutions pour cesser ce tout plastique, en créant cette consigne, on relégitime la bouteille plastique et c'est d'ailleurs pas un hasard si un certain nombre d'industriels, au premier rang desquels Coca-Cola, sont absolument à fond pour cette mesure. Bien, mais peut mieux faire, voilà ce qui ressort de cet examen. Le projet a été retoqué, le gouvernement voulait élargir le concept de pollueur-payeur aux producteurs de jouets, de tabac et de matériaux de bricolage. Les sénateurs, eux, vont plus loin et visent les fabricants de textiles sanitaires, comme les serviettes hygiéniques et les couches, qui représentent 33 kilos de déchets non recyclables par an et par habitant. Le volet environnemental laisse à désirer. En fait, on est en deçà de ce que nous sommes en mesure d'attendre d'un texte qui a été annoncé comme quand même un grand texte de l'acte 2 du quinquennat. Parmi les autres retouches, faire payer les producteurs de déchets pour financer la lutte contre les décharges sauvages. Calqué sur les objectifs européens, le projet de loi a mis le cap sur 100% de plastique recyclé en 2025, contre 50% aujourd'hui. C'est donc un texte qui suscite bien des crispations entre le Sénat et le gouvernement. Alors, est-ce que ça se confirme dans l'hémicycle? On va tout de suite rejoindre Alice Bardot. Le texte est débattu depuis 1h30. Qu'est-ce qu'il en est? Oui, Tam, les discussions ont commencé et sans surprise, la consigne s'est invitée au cœur des débats. Alors, rappelez-vous, la consigne, c'est ce dispositif qui existait jusque dans les années 90 pour les bouteilles en verre. Alors, les élus locaux sont dubitatifs, ils déplorent un dispositif flou, mais pas que. Écoutez Martha de Cidrac, la rapporteure LR du texte. Notre commission a largement exprimé le regret que le recul environnemental que constitue la consigne, telle qu'elle était envisagée dans le texte initial, vienne éclipser les avancées de votre projet de loi, comme l'interdiction de la destruction des invendus ou encore la création de nouvelles filières REP. En effet, vous avez vous-même fait de la consigne, Madame la Ministre, le symbole de votre texte, alors que le dispositif de consigne pour recyclage sur les bouteilles en plastique envisagé par le gouvernement nous paraît au contraire, au mieux anecdotique, au pire à rebours des véritables défis environnementaux du XXIe siècle. La ministre Brune Poirson assure que cela se fera en accord et en partenariat donc avec les collectivités territoriales. Écoutez-la. Il y a des grands industriels de l'agroalimentaire qui font alliance avec la grande distribution et qui installent des systèmes de consigne en vase clos, sans en parler aux élus, sans en parler aux collectivités locales. Est-ce le système? Mais vous avez raison, monsieur le sénateur, ne laissons pas faire. Absolument. Ne laissons pas faire, travaillons ensemble pour faire en sorte que ça ne soit pas possible en France. Travaillons ensemble pour laisser au cœur du système de gestion des déchets en France, les collectivités, nos collectivités.
Il reste donc 3 jours aux sénateurs et au gouvernement pour travailler ensemble, puisque l'examen du texte durera jusqu'à vendredi. Merci beaucoup Alice pour toutes ces explications. Avant de revenir dans l'hémicycle, on fait un détour par New York à l'Assemblée générale des Nations Unies où Greta Thunberg a hier frappé fort. L'icône des marches pour le climat a dénoncé en larmes l'inaction des États, dont la France, une leçon qui a bien crispé Emmanuel Macron et le gouvernement. Les sénateurs, eux, sont partagés. Flora Sauvage. Elle accuse les dirigeants mondiaux de trahison. Dans un discours à la tribune de l'ONU lundi, Greta Thunberg, la militante suédoise pour l'environnement, a tenu un discours poignant, tout en indiquant avoir déposé plainte contre la France et 4 autres pays devant le Comité des droits de l'enfant de l'ONU. Au Sénat, le discours de la jeune femme ne laisse pas indifférent. Sa démarche me dérange beaucoup. Pour la bonne raison, c'est qu'une jeune fille de son âge doit être à l'école et non à faire du sitting ici ou là. On se rend bien compte que l'impact des différentes problématiques que l'on rencontre et qui sont dénoncées par cette jeune qui n'a que 16 ans doit nous interpeller tous. Emmanuel Macron a rapidement répondu à Greta Thunberg, dénonçant des positions très radicales, tout en incitant les jeunes à aller manifester en Pologne, un État qui bloque les avancées de l'Union européenne sur le réchauffement climatique. Donc on a besoin de la mobilisation. Moi j'y suis très sensible. Elle m'a aussi bousculé et fait changer. Mais maintenant il faut qu'elle se porte plus sur celles et ceux qu'on doit faire bouger encore davantage. Je ne stigmatise personne. Mais je veux convaincre nos amis polonais que c'est bon pour eux de bouger. Mais chez les sénateurs socialistes, le discours d'Emmanuel Macron dérange. Aujourd'hui, il y a un double discours sur la défense de la transition écologique juste, qu'on a un président qui s'exprime beaucoup sur le sujet, mais qui est en décalage total avec les décisions politiques qu'il prend au plan national. Pour avancer au niveau national, Emmanuel Macron veut se doter d'un budget vert qui tracera recettes et dépenses en fonction de leur effet sur l'environnement, une mesure qui devrait être intégrée dans le projet de loi de finances pour 2020. Et on prolonge sur cette thématique en rejoignant Alexandre Poussard, salle des conférences. Vous êtes avec Jean-François Husson, c'est l'un des écologistes de droite du Sénat. Oui, Jean-François Husson. La jeune Greta Thunberg a un peu bousculé hier à l'ONU Emmanuel Macron, notamment sur l'inaction climatique de la France. Qu'est-ce que vous avez pensé de cet échange entre les deux ? Je pense qu'effectivement, la France n'agit pas assez, mais ce qui me préoccupe aussi, c'est de voir finalement cette jeunesse manifester, appeler à l'aide et au secours, et peut-être l'insuffisante prise en compte par les acteurs institutionnels, les politiques bien sûr, mais également le monde économique, des travaux du GIEC et d'un certain nombre de grands experts scientifiques. Voilà, ça c'est un vrai sujet. Et je crois que pour la planète, il y a vraiment urgence à agir et urgence à agir ensemble. C'est ça qui est le plus important. Et donc l'idée n'est pas, ou le plus important n'est pas de savoir si cette jeune fille, je dirais, c'est plus ou moins bien exprimé. Il faut regarder au-delà, il faut regarder avec les yeux de l'avenir de notre planète. Mais en tout cas, est-ce qu'elle a raison de porter plainte contre la France, qui est un des pays qui est quand même assez engagé sur la question climatique ? Je pense que là, il y a plus que des trous dans la raquette. On peut quand même se poser des questions sur quelques-uns des grands émetteurs de gaz à effet de serre contre lesquels il n'y a pas d'action, il n'y a pas de plainte. C'est la raison pour laquelle je pense qu'il faut remettre de l'objectivité, de la vérité dans les débats. Par contre, ça nécessite, me semble-t-il, une vraie prise en compte à la fois mondiale, mais peut-être plus encore pour nous Français, Européens. La France a une place à jouer, elle a un rôle particulier à jouer, elle est à l'origine de la construction européenne et je crois que l'Europe doit aujourd'hui s'engager pleinement pour le climat. C'est un continent qui a des enjeux importants, on l'a vu cet été, ça fait plusieurs années où on a un certain nombre de grands experts, on a des grands sommets et je crois qu'il faut vraiment reprendre une longueur d'avance et amener les acteurs, les habitants bien sûr, mais l'ensemble des acteurs institutionnels, la banque et la finance doivent être aujourd'hui pleinement mobilisés en faveur du climat. Sur tous ces jeunes qui sont mobilisés en faveur du climat, qui marchent tous les vendredis, Emmanuel Macron en off les a qualifiés de sympathiques, mais finalement que leur marche n'allait pas régler le problème. Il les a même invités à aller manifester en Pologne. Est-ce que ces petites phrases sont judicieuses selon vous ? Je crois qu'il faut, il faut surtout pas balayer d'un revers de main, il faut avoir aucune forme de mépris. Moi, ce qui m'importe, c'est à la fois que ces jeunes manifestent et finalement secouent nos habitudes, réveillent nos consciences. Mais vous savez, je suis aussi frappé par une chose, pour le vivre sur le terrain. Toutes les générations, même les plus âgées, sont aujourd'hui préoccupées parce qu'elles regardent les sources ici qui s'assèchent et les cours d'eau qui ont un filet d'eau là où il y avait beaucoup plus
avant de débit. Très bien. Merci beaucoup Jean-François Husson pour votre réaction. Et on va tout de suite aller dans l'hémicycle et rejoindre ma collègue Alice Bardot qui va nous présenter le menu de ces questions d'actualité au gouvernement avec notamment des questions sur le renoncement du gouvernement à ce coup de rabot fiscal contre les seniors. Et oui Alexandre, au programme des questions au gouvernement, donc la suppression de l'exonération fiscale accordée aux personnes âgées non dépendantes lorsqu'elles emploient une aide à domicile. Édouard Philippe a annoncé donc l'abandon du projet tout à l'heure à l'Assemblée nationale. Plusieurs sénateurs ont prévu donc d'interroger le gouvernement à ce sujet. Il en sera donc question tout à l'heure. Autre sujet brûlant dans l'actualité, l'immigration. Un débat parlementaire est prévu à l'Assemblée nationale le 30 septembre prochain. Et tout de suite donc le début des questions au gouvernement. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adressait à Monsieur le ministre de l'Action et des Comptes publics, mais je vois qu'elle s'adresse à Madame Muriel Pénicaud. Madame la ministre, le gouvernement semble poursuivre sans relâche un objectif, baisser le pouvoir d'achat des retraités. Il y a eu la hausse de la CSG, il y a eu la sous-indexation des retraites, et maintenant ce sont les déductions fiscales accordées aux personnes âgées de plus de 70 ans qui emploient une aide à domicile qui sont dans le collimateur. Décidément, la personne âgée est bien malmenée par ce gouvernement. Priver les personnes âgées des moyens qui leur permettent d'être accompagnées dans leur vie quotidienne était une double erreur à laquelle vous allez sans doute nous confirmer que vous allez renoncer. D'abord parce que le vieillissement de la population appelle des réponses multiples et le rapport Libault, comme le mien du reste, ont démontré, s'il en était besoin, que le maintien à domicile reste une priorité absolue pour le bien-être des personnes âgées et pour l'équilibre des finances publiques. Ce projet était aussi une faute parce que faire des retraités les nouveaux boucs émissaires n'est pas digne. Les personnes âgées méritent notre respect. Vous ne devez pas, vous ne pouvez pas les considérer comme une variable d'ajustement budgétaire. Il a été annoncé que vous reculiez sur la suppression des avantages fiscaux qui concernaient les aides à domicile. C'est du reste conforme à ce que M. Darmanin avait déclaré sur RMC le 6 février dernier. À l'époque, il n'était pas favorable à ce que d'éventuelles suppressions de niches fiscales touchent les emplois à domicile et on ne pouvait qu'être d'accord. J'espère, Madame la Ministre, que cet épisode de va-et-vient, peu glorieux pour le gouvernement, va nous éclairer sur le sens que vous devez donner à la réforme des retraites. Ne pas toucher au pouvoir d'achat des retraités. Nous espérons tous, Madame la Ministre, que cette volte-face sera l'occasion pour le gouvernement de renforcer tout ce qui contribue à permettre le maintien des personnes âgées à leur domicile. Pouvez-vous nous dire où en est le gouvernement sur ces sujets? Pour vous répondre, la parole est à Madame la Ministre du Travail. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Bernard Bonne, oui, ces dernières heures, je crois qu'il y a eu beaucoup d'émotions, de questions sur la question des exonérations ou non de charges patronales pour l'emploi à domicile des personnes âgées, pour celles qui ne sont pas dépendantes. Je rappelle le principe qu'il y a 3 étages d'aide pour l'emploi à domicile. Un premier qui concerne le crédit d'impôt, puisque tous les employeurs à domicile, donc c'est environ 600 000 personnes, directement ou indirectement par des associations et des entreprises spécialisées, bénéficient du crédit d'impôt qui permet de prendre en charge la moitié des coûts salariaux et de cotisation. Il y a une deuxième aide qui existe aussi pour tous les âges et tous les employeurs à domicile, qui sont une exonération partielle des charges patronales. Et ensuite, il y a une troisième aide qui ne concerne que les personnes dépendantes ou les personnes de plus de 70 ans, qui est l'exonération complète des charges patronales. Donc oui, il y a eu une hypothèse sur laquelle nous avons travaillé de garder les 2 premiers étages, c'est-à-dire le crédit d'impôt pour tous, la baisse de charges pour tous, mais de concentrer la suppression des charges patronales, entièrement sur les personnes qui en avaient le plus besoin, les plus faibles, et notamment les personnes dépendantes.
compte tenu de l'incompréhension et du manque de temps aussi dans un projet de loi de finances qui va démarrer dans quelques temps, très rapidement, le gouvernement a décidé de renoncer et de retirer cette mesure. Ceci dit, je pense que la question que vous posez, qui va plus loin et qui est beaucoup plus importante, c'est la question de l'accompagnement des personnes en situation de dépendance et l'accompagnement du grand âge. Nous allons tous vieillir en meilleure santé, plus longtemps, c'est bien, mais il faut accompagner l'emploi à domicile. Ça sera l'objet de la loi sur le grand âge et la dépendance que portera Agnès Buzyn l'année prochaine. Merci. La parole est à notre collègue Sophie Joissains pour le groupe de l'Union centriste. Chers collègues, vous avez la parole. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, mes chers collègues, ma question s'adresse à Madame Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé, et concerne la grève dans les services d'urgence, grève qui a débuté il y a 6 mois. Madame la ministre, en tant que médecin, vous mesurez à quel point les personnels soignants ont un engagement profond dans l'exercice de leur métier. Cet engagement s'apparente le plus souvent à de l'abnégation, et nous le saluons bien bas. Aujourd'hui, ils sont à bout. Impossibilité de prendre leurs jours de repos, heures supplémentaires pas toujours payées, sous-effectifs, dépression, burn-out, risque d'erreurs médicales accrues. Le triste accident survenu aux urgences psychiatriques de Niort le dimanche 15 septembre, en raison de l'absence d'un service de sécurité de jour, en est une terrible illustration. La crise des urgences n'est certes pas nouvelle. Le nombre de passages annuels a doublé en 20 ans et triplé depuis 1988. Mais si la situation s'est aggravée d'année en année, elle est aujourd'hui arrivée à un point critique. Manque de lits aux urgences et dans les services appropriés, effectifs insuffisants, revalorisation salariale inexistante. Le pacte de refondation des urgences que vous avez présenté il y a 15 jours ouvre certes des pistes intéressantes, mais force est de constater qu'il ne semble pas répondre à l'ensemble des besoins du personnel de santé. La grève se poursuit. Envisagez-vous des mesures complémentaires et nouvelles afin de débloquer cette situation ? Pour vous répondre, la parole est à la secrétaire d'État auprès de la ministre des Solidarités et de la Santé, Madame Christelle Dubos, Madame la ministre. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Madame la sénatrice, je vous prie d'excuser l'absence de Madame Buzyn qui est actuellement à l'Assemblée nationale pour les lois de bioéthique. Je ne reviendrai pas sur les causes qui sont à l'origine de la saturation des services d'urgence. Le constat est connu et partagé par tous ici. Non, je vous parlerai en effet de l'avenir et des solutions que nous apportons. Avant l'été, le gouvernement avait sollicité le député Meignet et le professeur Carly pour des propositions concrètes. Sur la base de leur travail, Agnès Buzyn a fait la semaine dernière les présentations de ce pacte de refondation en 12 mesures qui apportent les réponses suivantes et qui ont été saluées par bon nombre de professionnels de santé. Pour les patients, nous souhaitons mettre en place un service universel d'accès aux soins pour tous ceux qui relèvent des besoins immédiats, sans rendez-vous, en plus du médecin traitant qui reste le premier palier. Il faut organiser aussi un accès direct à l'hôpital pour les personnes âgées sans passer par les urgences et tout entreprendre pour éviter au possible leur hospitalisation chaque fois que cela est possible. Pour les professionnels paramédicaux, vous l'avez souligné, nous voulons que ces métiers soient plus attractifs. Nous avons généralisé une prime pour tous aux urgences, étendue aux assistants régulateurs et une prime de 80 € associée au protocole de coopération. Nous allons développer un nouveau métier, ces infirmiers en pratique avancée, avec une rémunération augmentée. Enfin, pour tout l'hôpital, il faut généraliser une gestion de lits informatisée et avec du personnel. Il faut inviter les établissements à contractualiser avec tous les autres établissements qui les environnent pour accueillir les patients après un passage aux urgences. Enfin, et c'est un combat que nous voulons poursuivre, c'est lutter contre l'intérim qui pèse sur le budget des hôpitaux. Les moyens alloués sont importants, sont au rendez-vous, 750 millions d'euros qui s'ajoutent aux 70 millions d'euros déjà engagés en juin. Nous écoutons les professionnels, puisque c'est sur le terrain et à partir d'eux, puisque 80% de cette enveloppe sera consacrée à des moyens humains supplémentaires. Je vous remercie. Madame Joissains. Ce sont effectivement des mesures qui paraissent ambitieuses, mais peut-être faudra-t-il poursuivre. Voilà, merci. Merci. La parole est à notre collègue Antoine Karam pour le groupe de La République En Marche. Mon cher collègue, vous avez la parole. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues,
Il y a une semaine, à Marseille, vous avez dévoilé les contours d'un nouveau plan anti-drogue chargé de réorganiser la lutte contre le trafic de stupéfiants en France. Outre la création d'un nouvel office spécial, l'OFAS, vous avez annoncé la reconduction du plan d'action interministériel lancé en mars dernier pour renforcer la lutte contre le trafic de stupéfiants en provenance de Guyane. Pour rappel, celui-ci représenterait, selon l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies, près de 30% du marché français évalué entre 25 et 30 tonnes. Dans le même temps, en Guyane, les réseaux sociaux puis la presse ont révélé que le 5 août dernier, un colis contenant 8 kg de cocaïne avait été retrouvé par hasard sur la coque du cargo MN Toucan, navire essentiellement consacré au transport d'éléments de la fusée Ariane entre Kourou et l'Hexagone. Je dis bien par hasard, puisque le colis aimanté à la coque du cargo se serait détaché seul, attirant ainsi l'attention du personnel du port de Pariacabo, qui a donné l'alerte aux autorités. Je ne suis pas de ceux qui s'émerveillent de l'ingéniosité des trafiquants. Je suis plutôt de ceux qui s'inquiètent qu'une telle information soit découverte plus d'un mois après les faits. Je suis de ceux qui s'ahurissent qu'un cargo puisse partir d'un port aussi surveillé que celui de Kourou, principalement utilisé pour les besoins du centre spatial guyanais avec à son bord du matériel spatial et de la cocaïne. Vous l'avez dit, monsieur le ministre, et je vous cite, « La France ne peut pas être leur terrain de jeu. De l'autre côté de l'Atlantique, la Guyane non plus ne peut pas être un territoire où tout est permis, où tous les moyens sont bons pour faire transiter la drogue vers l'Europe. Alors, monsieur le ministre, je vous le répète et je vous le demande, pouvez-vous préciser comment ce nouveau plan antidrogue permettra-t-il de mieux lutter contre les trafics de Marseille jusqu'à Cayenne en passant par Paris? Enfin, quelles mesures spécifiques entendez-vous prendre pour sécuriser les voies maritimes entre la Guyane et l'Hexagone? Je vous remercie. Pour vous répondre, la parole est à M. Laurent Nunez, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur. Monsieur le ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le Sénateur, comme vous le savez, la lutte contre les trafics de stupéfiants en Guyane, en provenance de la Guyane, est une priorité que nous avons avec Christophe Castaner, avec l'ensemble du gouvernement. Depuis 2017, nous avons créé une antenne Octrice à Cayenne, qui est maintenant complètement opérationnelle. Nous avons renforcé les effectifs, créé des officiers de liaison qui sont implantés au Suriname et en Guyana. En mars 2019, il y a quelques mois, avec plusieurs ministres, nous avons lancé un plan pour lutter contre les trafics dits de mules, c'est-à-dire des personnes qui voyagent avec des produits stupéfiants, notamment de la cocaïne incorporée, en augmentant les contrôles que nous effectuons aux aéroports de Cayenne, à Orly, mais aussi sur la frontière à Saint-Laurent-du-Maroni, le long du Suriname. Et nous avons de nouveau augmenté les effectifs pour lutter contre ce trafic de cocaïne. Et puis, il y a le plan dont vous avez parlé, le plan national qui a été lancé à la demande du Président de la République et du Premier ministre pour lutter contre les stupéfiants, qui bien évidemment intègre les deux mesures précédentes que je viens de citer, les actions engagées depuis 2017, le plan MUL de 2019, et qui va renforcer la coordination entre l'ensemble des administrations concernées et donc renforcer les contrôles qui vont être menés par toutes les administrations, sur terre comme sur mer, renforcer notre réseau d'officiers de liaison dans les différents pays d'Amérique du Sud et d'Amérique centrale et bien sûr renforcer les contrôles portuaires sur les ports d'entrée en France. Donc ce plan comporte bien des mesures qui vont permettre de lutter contre le phénomène de trafic de stupes en provenance de Guyane. Je veux simplement rappeler que depuis 2016, nous avons triplé le nombre de saisies de cocaïne en Guyane, passant de plus de 300 kg à plus de 900 kg entre 2016 et 2018. Ces plans, ils produisent d'excellents résultats et je ne doute pas que le nouveau plan national produira les mêmes résultats. Alors le mode opératoire que vous avez décrit, monsieur le sénateur, il est totalement inédit. C'est un mode opératoire qui vise à détourner les contrôles renforcés que nous mettons en place et nous avons bien évidemment sensibilisé la gendarmerie maritime pour prévenir de nouvelles tentatives de fraude de cette manière. Mais comptez sur la détermination du gouvernement pour lutter contre le trafic de stupes en provenance de Guyane. Monsieur Caram, non. La parole est à notre collègue Jean-Yves Roux pour le groupe du Rassemblement démocratique et social européen. Vous avez la parole, mon cher collègue. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les ministres, chers collègues, ma question s'adresse à Madame la ministre des Solidarités et de la Santé. L'été est terminé et le bulletin de santé des services d'urgence est très inquiétant. Les faits sont là, à brut. Dans nos départements les plus ruraux en tête, ce sont des organes vitaux et structurants des territoires qui lâchent les uns après les autres. Dans les Alpes de Haute-Provence, mais la situation est similaire aux quatre coins de la France et des territoires d'outre-mer, l'organe vital des urgences de Sisteron est touché de plein fouet.
Les urgences de nuit ont été suspendues cet été et n'ont pas rouvert depuis. 3 postes et demi manquent à l'appel. L'organe vital des urgences de Digne-les-Bains vient d'être touché à son tour. L'hôpital qui assure 20 000 urgences par an, alors qu'un tel service est viable avec 12 000 patients, s'apprête à perdre 4 postes. Même mot, même constat pour l'organe des urgences de Manosque. Mes chers collègues, vous connaissez tous la chanson. Or, les médicaments et pratiques réanimatoires mobilisés ne produisent pas les effets escomptés. Je pense au recours massif aux sapeurs-pompiers et à la mutualisation des SAMU. Chacun sait, ici sur ces bancs, que ce ne sont pas des situations durables, humainement, écologiquement et financièrement. Alors oui, des recrutements sont prévus, mais les candidats ne se bousculent pas. Car comment les hôpitaux peuvent rivaliser avec des structures privées qui s'arrêtent la nuit et sélectionnent les pathologies? Comment rivaliser quand les services de biologie au plateau technique ne sont pas sur place? Comment rivaliser avec des salaires faramineux en intérim de plus de 1 200 € par jour qui flattent les comportements mercenaires? Madame la ministre, des mesures structurelles ont été prises. Mais comme toute mesure structurelle, cela prend du temps. Or, du temps, nous n'en avons pas parce qu'il s'agit de la vie et de la santé de nos administrés, mais aussi de la survie de nos territoires. Nous sommes tous des élus engagés au quotidien pour notre développement local, le numérique, les formations, le désenclavement, la lutte contre le réchauffement climatique. Comment pourrions-nous en effet accepter que tout notre travail soit balayé d'un trait faute de médecins dans nos services d'urgence? Madame la ministre, ma question est une proposition, car chaque territoire porte en lui ses solutions. Quand organiserez-vous des Grenelles des urgences dans tous les départements, dans les Alpes-de-Provence? Nous y sommes prêts maintenant. Pour vous répondre, la parole est à la secrétaire d'État, Madame la ministre Christelle Dubos. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Monsieur le sénateur, j'entends votre question et j'en ferai part à Madame Buzyn qui n'est malheureusement pas là cet après-midi. Mais la ministre s'est attaquée dès son arrivée au ministère à ce sujet, à cette préoccupation des urgences, notamment en proposant un texte de loi par le biais de Ma Santé 2022 qui en fait ne s'attaque pas à mettre une réponse je dirais, aux symptômes, mais d'apporter des réponses sur le long terme. Et ces réponses sur le long terme fait part notamment de ce que je viens de présenter avec la refonte des urgences, qui aujourd'hui, comme je l'ai dit, n'est plus de regarder en arrière, mais en effet de construire l'avenir de notre nouveau système. C'est de trouver ensemble avec les professionnels, ensemble avec les collectivités, ensemble avec les élus, des solutions de fond durables et innovantes. Les urgences ne peuvent plus être la porte d'entrée du système de santé tout entier. Nous pouvons et nous devons passer à l'action pour apporter aux Français une alternative concrète et attractive aux toutes urgences. Nous devons créer, et la ministre l'a rappelé, le grand service d'accès aux soins qui manque à notre système de santé. Nous devons changer les modes de financement, aller plus loin et plus vite, oui, sur la reconnaissance et la valorisation de toutes les compétences des soignants, mais aussi mieux protéger celles et ceux qui nous soignent au quotidien. Nous devons ensuite, enfin, je dirais, garantir que trouver les lits d'aval ne soit plus un casse-tête et regarder les besoins en face dans chaque territoire. Et il n'y a aucune consigne au niveau national de fermeture des lits. Au contraire, nous devrons en ouvrir là où les besoins sont nécessaires et surtout en aval des urgences. Nous avons décidé, la ministre a décidé de consacrer 750 millions d'euros à ce plan de refondation des urgences, plus ces 70 millions d'euros ajoutés avant l'été, justement pour répondre aussi au caractère d'urgence lié aux périodes estivales. Ce sont près d'1 milliard d'euros qui sont mis sur cette période-là pour trouver ensemble la réponse à ce problème de santé. Et avec ces moyens-là, c'est tout le système de Ma Santé 2022 que nous complétons et que nous accélérons. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre. La parole est maintenant à notre collègue Cathy Apourceau-Poly pour le groupe communiste républicain citoyen et écologiste pour 2 minutes. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, mes chers collègues. Ma question s'adresse à la ministre du Travail. Vous avez annoncé renoncer à supprimer dès l'an prochain un avantage accordé jusqu'alors à toutes les personnes âgées de plus de 70 ans qui emploient une aide à domicile. Ce n'est pas de l'amateurisme de la part de votre gouvernement, mais le signe de votre déconnexion avec la réalité du quotidien de nos concitoyennes et concitoyens. Vous espériez ainsi piquer 300 millions d'euros dans les poches des retraités.
Mais après la baisse de leur pouvoir d'achat suite à la hausse de la CSG et la désindexation des pensions de retraite, la colère vous a contraint à renoncer et c'est tant mieux. C'était le coup de trop à 6 mois des élections municipales pour votre majorité. Ma question est donc la suivante. Maintenant que vous avez reculé sur les aides à domicile, quand allez-vous renoncer à votre réforme scélérate des retraites par points qui va en diminuer le montant? Madame, Monsieur le ministre Jean-Paul Delevoye, que nous retrouvons ici dans cette maison, Monsieur le ministre, à qui nous souhaitons le meilleur. Mesdames, Monsieur le Président, j'allais dire presque chers collègues, ravi de vous retrouver. D'autant plus, Madame Apourceau-Poly, que le projet de société que nous portons, sous votre autorité, Monsieur le Président, ainsi que celle de nombreux sénateurs, je pense à Jean-Marie Vanlerenberghe et d'autres, vous aviez déjà anticipé, notamment sur le système à points. Cette réforme, voyez-vous, nos concitoyens ont un regard sur le système actuel sans ambiguïté. Ils le trouvent injuste, illisible, complexe, difficilement pilotable et surtout pas adapté aux mobilités professionnelles nouvelles. Et la question de fond que nous nous sommes posée, par rapport, quel est le principe de base de la protection sociale du XXIe siècle? Comment garantir que l'avenir des retraites se basera uniquement sur des solidarités professionnelles? Nous offrons en réalité, quels que soient vos parcours, quels que soient vos statuts, quelles que soient vos professions, la solidité de la nation pour renforcer la cohésion intergénérationnelle et faire en sorte que des principes universels soient clairs, à métier identique, retraite identique, à cotisation égale, retraite égale. Le résultat, Madame Apourceau-Poly. Monsieur le ministre, nous sommes du même département, mais évidemment, nous ne portons pas le même projet de société. Vous refusez d'entendre la voix des milliers de personnes qui ont manifesté samedi. Je vous rappelle que samedi, il y a eu de grandes manifestations. Vous refusez d'entendre la voix de ceux qui étaient dans la rue tout à l'heure. Et nous étions avec mes collègues du groupe CRCE aux côtés de ces milliers de manifestants que vous ne voulez pas entendre et qui remettent en cause votre régime de retraite que, évidemment, vous leur présentez. Une société moderne, monsieur, doit accorder aux salariés le repos. Et pour cela, il faut qu'ils soient en bonne santé. Notre système de retraite universel par répartition garantit cela. Et pour permettre à toutes et à tous un départ à la retraite dès 60 ans à 37,5 annuités, nous proposons de soumettre à contribution les 51 milliards d'euros de dividendes versés aux actionnaires au second semestre 2019. Merci. Merci. La parole est maintenant au président Patrick Kanner pour le groupe socialiste et républicain. Monsieur le Président, mes chers collègues, Monsieur le Premier ministre, je vais y aller franchement, directement. À quoi joue le Président de la République? Que cherche-t-il en stigmatisant il y a une semaine de manière frontale le droit d'asile dans notre pays? Quel est ce préjugé qui voudrait que les classes populaires seraient obligatoirement anti-migrants? D'ailleurs, quelle est cette nouvelle vision insidieuse que suggère le Président entre les catégories de Français, vision d'une nouvelle division, finalement, entre les Français? Je vous interroge sur tout cela parce que nous ne comprenons pas où le Président veut nous emmener, si ce n'est vers des raccourcis contre lesquels il a été élu, dans un front républicain en mai 2017. Nous ne comprenons pas non plus quel est le sens, en termes de santé publique, de la restriction voulue par l'exécutif sur l'aide médicale d'État, restriction d'accès qui cède à la plus grande démagogie que j'ai parfois malheureusement déjà entendue sur la droite de notre hémicycle. Enfin, et de manière plus circonstancielle, cette nouvelle offensive du Président sur les flux migratoires signifie-t-elle que la loi du 10 septembre 2018, dite loi Asile-Immigration, dont l'encre est à peine sèche, était mal faite, Monsieur le Premier ministre, comme nous le dénoncions à l'époque? Nous vous demandons des explications, Monsieur le Premier ministre, car il est de plus en plus inquiétant que le Président tienne un double discours qui dénonce les populismes et extrémismes au niveau international, tout en embrayant sur des idées différentes
en termes de discours au plan national. Parler le langage de son adversaire, c'est un jour prendre le risque de le faire gagner. Alors oui, Monsieur le Premier ministre, quel est ce jeu dans lequel vous voulez nous entraîner? La parole est à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le Président Kanner, la semaine dernière, j'avais avec quelques membres du gouvernement et les parlementaires de la majorité le plaisir d'écouter le Président de la République nous indiquer un certain nombre d'éléments de politique publique auxquels il croit et faire état devant la majorité d'un certain nombre de convictions. Vous n'étiez pas présent, et c'est bien naturel, puisque vous ne soutenez pas l'action du Président de la République et que vous ne votez pas la confiance du gouvernement, et il y a là strictement rien à redire. Mais, Monsieur le Président, le discours qu'a tenu le Président de la République, les propos qu'il a prononcés ne se réduisent pas à la présentation que vous en faites, et peut-être parce que ce qu'on vous en a dit était incomplet. Il se trouve que j'étais présent, Monsieur le Président, et que j'ai entendu in extenso ce qu'a dit le Président de la République, et que j'ai entendu un discours d'une grande précision, d'une grande fermeté et d'une grande ouverture. Monsieur le Président Kanner, j'ai dit à l'occasion de ma déclaration de politique générale que le Parlement, Assemblée nationale et Sénat auraient l'occasion de discuter à la rentrée, fin septembre, début octobre, de la politique migratoire au sens le plus large pour notre pays. Depuis les politiques d'aide publique au développement ou de coopération vers les pays d'origine, jusqu'aux conditions d'intégration des étrangers qui, venus en France, ont vocation à rester dans notre territoire. Sans texte et sans mesure. Pourquoi? Parce que très souvent, lorsque nous évoquons ce sujet, nous le faisons à partir d'un texte ou d'un ensemble de mesures. Et que c'est parfaitement légitime, mais toujours un peu réducteur. L'objectif du gouvernement, l'objectif annoncé et évoqué par le Président de la République, c'est que la représentation nationale puisse débattre dans toutes ses dimensions des questions que posent les migrations internationales, européennes, nationales, de l'amont à l'aval. Premier point. Deuxième point, parler de l'immigration n'est pas un gros mot et n'est pas un petit sujet. Nos concitoyens en parlent, nos concitoyens vivent cette question, ont des avis à formuler, ils sont parfois divers, souvent contradictoires, ils sont parfois empreints d'angoisse ou de colère, ils sont parfois empreints d'espoir et d'ouverture, mais, Monsieur le Président, imaginez que ce débat n'est pas au centre des préoccupations, me semble méconnaître assez largement la réalité de ce qui se passe dans l'opinion publique. On a parfaitement le droit, Monsieur le Président, de ne pas être d'accord, vous et moi. Mais j'ai le sentiment qu'évoquer de la façon la plus large possible ce sujet au sein de la représentation nationale n'est pas un contresens. Troisième point, puisque vous m'interrogez sur la question de l'asile, et je ne veux pas faire le débat que nous aurons longuement la semaine prochaine, Monsieur le Président, mais puisque vous m'interrogez sur le droit d'asile, le Président de la République a toujours indiqué, il l'a fait pendant sa campagne, il l'a fait systématiquement depuis, et il l'a fait ce jour-là, mais vous n'étiez pas présent, il a toujours indiqué qu'il était attaché au droit d'asile, qui est un droit qui n'est pas un droit sacré, car parler au Sénat d'un droit sacré aurait quelque chose de provocateur, qui est un droit consubstantiel, même pas seulement à la République, à la France. Ce droit est consubstantiel à ce que nous sommes et il sera préservé. Le Président de la République l'a dit, je le dis, et je crois qu'ici, personne n'est contre cette idée. Mais regardons en face la réalité, Monsieur le Président Kanner. Regardons-la telle qu'elle est. Voyons le fait que les demandes d'asile en Europe diminuent nettement, alors qu'en France, et seulement en France, elles augmentent très nettement. Voyons le fait qu'un très grand nombre de ces demandes d'asile sont issues de pays qui sont des pays que nous pourrions assez facilement, je crois, vous et moi, reconnaître comme des pays sûrs. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir de demande d'asile qui émanerait de ces pays, mais ça veut dire qu'il y a évidemment un problème quand la demande est massive, alors que ces pays sont considérés comme sûrs. Et nous devons regarder ces problèmes en face, Monsieur le Président, et ne pas nous abriter derrière des postures telles que nous dirions « ça vous inquiète ?» Ben ne vous inquiétez pas, car il n'y a pas de problème. Parlons-en, discutons-en avec un esprit ouvert
et précis. C'est exactement le sens avec lequel nous abordons cette discussion du point de vue du gouvernement, pour voir dans tous les domaines ce que nous pouvons faire, conformément aux principes qui nous guident, pour obtenir des résultats à la hauteur des enjeux. Je vous remercie. Monsieur le Président Caner. Monsieur le Premier ministre, ni angélisme de notre part, rassurez-vous, mais pas d'amalgame non plus. Et nous serons toujours du côté de ceux qui pensent que la solidarité internationale n'est pas une charge, mais un devoir pour un pays comme la France, et qui pensent que la fraternité n'est pas dans notre devise républicaine quelque chose qu'il faut passer par pertes et profits dans nos principes même républicains. Monsieur le Premier ministre, vous m'avez répondu essentiellement sur la méthode. Nous serons là pour vous dire ce que nous pensons le 2 octobre prochain au nom du groupe socialiste et républicain. Merci, Monsieur le Président. La parole est à notre collègue Daniel Chassain pour le groupe Les Indépendants, République et Territoires pour 2 minutes. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Agriculture. Elle concerne le secteur de l'élevage qui connaît de grandes difficultés avec un prix de vente des bovins et ovins au niveau d'il y a 20 ans, non augmenté par la loi Egalim. Ma première question sera sur la sécheresse. L'agriculture devra, pour survivre, diversifier ses productions avec la mise en place de retenues collinaires pour stocker l'eau de pluie afin de permettre l'abreuvage des animaux et l'irrigation des cultures. Monsieur le ministre, comment pourrait-on faciliter la procédure du stockage de l'eau, beaucoup trop long, beaucoup trop complexe par rapport à d'autres États européens? Enfin, quel bilan et quelles aides les pouvoirs publics peuvent-ils apporter cette année aux éleveurs victimes de sécheresse qui vont être obligés de vendre, déstocker une partie de leurs animaux à un cours effondré? La deuxième question concerne le CETA, signé le 30 octobre, partiellement appliqué avant la ratification des parlements, mais qui aura des effets bénéfiques pour certains secteurs, mais ce ne sera pas du tout le cas pour l'élevage, notamment la viande bovine, puisque ce sont les règles de l'OMC qui s'appliquent et n'interdisent pas les farines animales pour l'élevage. Ma question sont les suivantes. Comment allez-vous appliquer l'article 44 de la loi Egalim qui prévoit l'interdiction de proposer à la vente ou distribuer à titre gratuit des produits importés pour lesquels il a été fait usage de produits vétérinaires ou d'aliments pour animaux interdits par la réglementation européenne? Les éleveurs inquiets ont besoin de vous entendre de nouveau et être rassurés sur ce point. Enfin, quelles compensations seraient mises en place dans le secteur de l'élevage pour permettre la viabilité des exploitations après le CETA? Je vous remercie, Monsieur le ministre, pour vos réponses sur ces 2 questions que les éleveurs attendent avec impatience pour la pérennité du secteur. La parole est à Monsieur le ministre en charge des relations avec le Parlement, Monsieur Marc Fesneau. Monsieur le ministre. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Monsieur le sénateur Chassain, permettez-moi avant toute chose de vous prier d'excuser le ministre de l'Agriculture qui est retenu à Helsinki pour un Conseil européen des ministres de l'Agriculture sur un sujet important et qui n'est pas complètement délié de votre question, qui est la future PAC. Votre question porte sur la situation des éleveurs et comporte 2 volets. Le premier, c'est sur le volet sécheresse, qui a une nouvelle fois touché la quasi-totalité des pays pour la 2e année consécutive. Face à ce type de situation, l'objectif est de pouvoir mobiliser le maximum d'herbe pour pouvoir la stocker, nourrir les animaux et éviter, comme vous l'avez dit, la décapitalisation. Le ministre de l'Agriculture a ainsi immédiatement décidé d'activer les dérogations prévues dans ces cas pour les cas de force majeure. Et c'est ainsi cet été 69 départements qui ont été concernés. Par ailleurs, pour redonner de la trésorerie aux éleveurs, le ministre a demandé à la Commission européenne une augmentation du taux d'avance des aides PAC et l'ensemble des mesures activables localement en cas de crise ont été mobilisées pour redonner de la trésorerie aux agriculteurs. Exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, report ou allègement des cotisations versées à la mutualité sociale agricole. Vous me permettrez en outre de saluer l'extraordinaire solidarité, une nouvelle fois, qui s'est exprimée dans le monde agricole, entre régions, et qui a fait qu'avec les organisations professionnelles, avec les syndicats, avec les chambres d'agriculture, ils ont pu organiser entre eux aussi un système de solidarité entre les agriculteurs. Ça, c'est la situation de l'urgence. Mais ces événements climatiques posent également, comme vous l'avez dit, la question de la gestion de l'eau. Il faut continuer à adapter nos pratiques pour réduire nos consommations et surtout rendre nos exploitations plus résilientes. Et pour ce faire, il faut que les agriculteurs aient un accès sécurisé et facilité à l'eau. Et la France a accumulé, reconnaissons-le, un grand retard depuis des années sur ce sujet. Nous avons récemment débloqué la possibilité de construire des retenues collectives dans le cadre de projets de territoire. Les préfets ont pour mission désormais d'accompagner les projets des agriculteurs dans leur réalisation et avec l'exigence de le faire dans des temps qui soient acceptables. Concernant l'application de l'article 44 de la loi Egalim, vous avez été nombreux à nous interpeller. Le CETA ne modifie aucunement les règles sanitaires applicables à l'entrée sur le marché européen.
La réglementation européenne interdit l'importation de viande bovine issue d'animaux nourris avec des farines animales de ruminants et cette interdiction s'applique à tous les produits importés du fait du risque de transmission de l'ESB. Et vous aurez ici un débat sur le CETA qui permettra aussi d'apporter un certain nombre de réponses sur ces questionnements. Je vous remercie. Merci. La parole est à notre collègue Daniel Laurent pour le groupe Les Républicains. Vous avez la parole. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, ma question portera sur les zones de non-traitement. Comme le dit notre président Gérard Larcher, les maires sont à portée d'engueulade. Alors pour peu qu'ils soient agriculteurs, c'est la double peine. Les agriculteurs sont les nouveaux boucs émissaires. Un suicide tous les 2 jours, ce n'est plus tolérable. La profession n'a pas attendu pour travailler à l'élaboration de chartes d'utilisation des produits phytosanitaires à proximité des habitations ou à s'organiser dans une démarche de responsabilité environnementale. Les agriculteurs connaissent les produits qu'ils utilisent. Ils ne vont pas traiter les jours où les enfants sont présents dans les écoles ou le dimanche à midi lorsque les familles déjeunent sur la terrasse. Ce sont des règles de bon sens. La mise en place de zones de non-traitement doit nous interpeller sur le principe même. Un produit dangereux à 3 mètres le sera tout autant à 10 ou à 150. Est-ce la distance ou la dangerosité du produit la source du problème? La réduction de l'utilisation et la sortie des pesticides sont des enjeux environnementaux, économiques et sociaux importants pour l'avenir, mais qui autorisent la mise sur le marché, ce ne sont pas les agriculteurs. Que l'on propose enfin des produits de substitution avec une inéquité avérée et une harmonisation européenne. Les ZNT concernent à la fois l'agriculture conventionnelle et biologique. Je constate certaines incohérences. Comment atteindre les objectifs de surface agricole en agriculture biologique si on supprime la possibilité d'utiliser des produits homologués bio, tels que le cuivre par exemple? Monsieur le ministre de l'Agriculture l'a justement indiqué, des ZNT à plus de 100 mètres, c'est notre autonomie alimentaire qui serait mise à mal, avec plus de 20% de surface agricole amputée et l'obligation de se fournir sur le marché mondial avec des garanties sanitaires et environnementales moindres. Vous avez lancé une consultation. Gageons que le dialogue et la concertation dans nos territoires l'emporteront. Monsieur le Premier ministre, nous attendons votre réponse. Merci. Pour vous répondre, la parole est à Madame la secrétaire d'État auprès de la ministre de la Transition écologique et solidaire, Madame Emmanuelle Vargon. Madame la ministre. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Sénateur Daniel Laurent. Pour répondre à votre question, au nom du ministère de la Transition écologique et solidaire, j'aimerais d'abord dire tout mon soutien aux agriculteurs qui vivent en ce moment des moments difficiles en matière d'agribashing. Vous avez rappelé les suicides des agriculteurs. Nous devons soutenir la profession agricole. C'est le message du ministère de la Transition écologique comme le message du ministère de l'Agriculture porté à la fois par Didier Guillaume et par mon ministère et par tout le gouvernement. La question qui nous est posée est globalement la question de la transformation avec les agriculteurs du modèle agricole et nous l'avons engagé. Moins de pesticides, c'est le plan Éco-Phyto 2 à horizon 2025, moins 50%. La sortie progressive du glyphosate, filière par filière, qui va nous permettre de répondre à cette exigence de nos concitoyens avec les agriculteurs. L'augmentation de la surface agricole en bio, nous avons un objectif à 15% de cette surface agricole et nous sommes en bonne voie avec une progression très forte des dernières années et le règlement progressif des aides par l'ASP. Ce travail, nous le menons avec les agriculteurs pour défendre toutes les agricultures en France, l'agriculture bio, l'agriculture de conservation des sols, les agricultures raisonnées et l'agriculture conventionnelle. La question des ZNT, des zones de non-traitement, est une question de protection des populations. La décision que nous avons prise avec le texte mis à la consultation est fondée sur l'avis de l'ANSES, avis scientifique d'une agence qui pose entre 3 et 10 mètres les zones de non-traitement. On est bien loin des coups de com' des maires qui sont à 150 mètres et qui voudraient rayer du jour au lendemain 20% de la surface agricole utile. Néanmoins, nous avons besoin de ces zones de non-traitement. Nous en avons besoin pour prendre une mesure générale qui permettra d'accompagner les mesures qui sont déjà dans les autorisations de mise sur le marché et qui sont d'ailleurs parfois plus élevées en fonction de la nature du produit ou de la zone. La consultation nous permettra d'avancer sur ce sujet. Merci. La parole est maintenant à notre collègue Mireille Jouve pour le groupe du Rassemblement démocratique et social européen.
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le Ministre auprès de la Ministre de la Cohésion des Territoires et des Relations avec les collectivités territoriales, chargée des collectivités territoriales. Monsieur le Ministre, la loi MAPTAM portant création de la métropole Aix-Marseille-Provence a prévu de doter ce nouvel établissement public de coopération intercommunale de plusieurs compétences dites de proximité. Le transfert de la compétence voirie communale devait initialement être mis en œuvre avant le 1er janvier 2018. La loi relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain du 28 février 2017 a finalement repoussé cette échéance au 1er janvier prochain. Depuis ce report, le débat sur l'avenir de la métropole AMP s'est poursuivi. Monsieur le Premier ministre a demandé l'an passé au préfet de région de conduire une mission de concertation sur les mutations possibles de l'actuel EPCI. Dans cette perspective, un dialogue a été établi avec les élus locaux et un rapport a été remis au gouvernement. Ces échanges et les travaux conduits par monsieur le préfet font apparaître une préoccupation commune de voir la métropole se concentrer sur les projets les plus structurants de son territoire, tout en renvoyant l'exercice de certaines compétences de proximité, notamment la voirie, vers les communes au plus près du terrain. Un transfert au 1er janvier 2020 des compétences création, aménagement et entretien de voirie et création, aménagement et entretien des espaces publics dédiés à tout mode de déplacement urbain ainsi qu'à leurs ouvrages accessoires n'apparaît plus opportun au moment où une réflexion nouvelle est engagée sur la répartition des rôles entre communes et métropoles dans les Bouches-du-Rhône. Aussi, Monsieur le Ministre, dans l'attente des propositions de l'exécutif sur le devenir de la métropole AMP, le gouvernement serait-il favorable à une annulation ou à un nouveau report du transfert de ces compétences? Pour vous répondre, la parole est ministre chargé des collectivités territoriales, monsieur Sébastien Lecornu. Vous avez la parole, monsieur le ministre. Merci, monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, madame la sénatrice. Si nous sommes pragmatiques, et vous avez rappelé les dispositions de la loi MAPTAM qui font qu'effectivement un certain nombre d'éléments continuent dans le calendrier tel que le législateur l'avait imaginé. Si on est pragmatique, est-ce que ce transfert de compétences voirie peut se faire dans de bonnes conditions au 1er janvier 2020? Si on écoute l'ensemble des acteurs du territoire, la réponse est non. Donc faut-il donner plus de temps, comme vous le demandez cet après-midi? D'autres parlementaires d'ailleurs, quelles que soient les sensibilités politiques, ont saisi le gouvernement sur le sujet. Le sénateur Amiel l'a encore fait ce matin. Donc oui, la loi engagement et proximité qui arrivera devant vous au début du mois d'octobre doit permettre, par voie d'amendement, de permettre son report. Il faut converger en discutant avec les élus métropolitains sur une durée qui soit suffisamment significative pour que la fois prochaine soit la bonne, ce qui permettra d'avancer par ailleurs sur l'ensemble des autres questions institutionnelles que connaît Marseille. Merci. La parole est maintenant à notre collègue Évelyne Renaud-Garabédian pour le groupe Les Républicains. Vous avez la parole, ma chère collègue. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances. Monsieur le ministre, Thomas Cook, le plus vieux voyagiste au monde, vient de déposer son bilan, laissant 600 000 voyageurs en attente de rapatriement, dont 10 000 Français. Mais c'est aussi et surtout tout un ensemble de prestataires qui se trouvent aujourd'hui dans une situation périlleuse. Hôteliers, restaurateurs, autocaristes, organisateurs de spectacles, de croisières. En métropole, aux Antilles, en Corse, ce ne sont pas moins de 2000 locations touristiques, plusieurs centaines d'hôtels, près de 200 croisières, 500 clubs de vacances et campings. Monsieur le ministre, à court terme, la promesse de Thomas Cook est d'indemniser l'ensemble de ses clients. Mais qu'en est-il de ces prestataires auxquels Thomas Cook n'aura rien versé et qui sont dans l'incapacité de revendre leurs prestations dans un délai très court? Je vous rappelle que les PME du secteur du tourisme sont déjà dans une situation économique tendue après les mois de violence en marge des manifestations des Gilets jaunes qui ont provoqué des pertes de chiffre d'affaires importantes non indemnisables. À moyen terme, quel va être l'avenir de près de 400 agences Thomas Cook en France, filiales en propre ou franchisées? Enfin, à long terme, Monsieur le ministre, n'assistons-nous pas, par la faillite de Thomas Cook, à un phénomène beaucoup plus large d'effondrement du modèle économique des agences de voyage physiques au profit d'un modèle dématérialisé où seuls les géants comme Expedia,
Booking ou Google pourront subsister? Merci, Monsieur le ministre. Pour vous répondre, la parole est au secrétaire d'État en charge des transports, M. Jean-Baptiste Djebbari, qui prend pour la première fois la parole dans notre hémicycle. Qu'il soit le bienvenu. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Madame la sénatrice, votre question porte sur la situation de Thomas Cook, placé en situation de liquidation judiciaire hier. Et vous l'avez dit, qui pose la question de la fragilité de certains opérateurs du secteur touristique face à une concurrence intense et à la montée des plateformes numériques. S'agissant précisément de la situation des 10 000 Français qui se trouvent avoir acheté des billets et pour lesquels les billets sont annulés, il y a en fait 3 cas. Il y a ceux qui ne sont pas encore partis en voyage et pour lesquels Thomas Cook rembourse intégralement le prix du voyage. Il y a ceux qui sont partis mais pour lesquels les transports aériens sont indépendants de la compagnie Thomas Cook et qui peuvent continuer leur trajet sans difficulté. Et il y a ceux pour lesquels, effectivement, la situation est plus complexe. Dans ce cadre-là, Thomas Cook a mis en place un numéro d'accès et les Français qui se trouvent dans cette situation bénéficient d'un rapatriement pris en charge par Thomas Cook. Je veux donc vous rassurer sur la situation des Français qui connaissent cette situation et vous dire que les Français sont bien protégés dans le secteur du tourisme, non seulement par le mécanisme français dit APST, mais aussi par le système de garantie européen. Et s'agissant évidemment des prestataires que vous avez cités, les services de Bercy seront en lien avec eux pour prendre les mesures de soutien adaptées. Enfin, sur la dimension de l'emploi, ce sont 780 emplois français qui sont actuellement en question, qui sont actuellement touchés par cette mesure. Le gouvernement est en lien avec la direction de Thomas Cook France et prendra les mesures de soutien adaptées. Là aussi, vous pouvez compter sur notre vigilance et notre action. Je vous remercie. Merci, Madame Garavidian, Madame Renaud-Garavidian. Merci, Monsieur le ministre, de vos éclaircissements. Bien évidemment, nous serons très attentifs à l'évolution de la situation pour les PME. La parole est maintenant à notre collègue Corinne Ferré pour le groupe socialiste et républicain. Madame la ministre, après la hausse de la CSG, après la décision de ne plus indexer les retraites sur le coût de la vie, avant une réforme des retraites qui réduira inévitablement le niveau des pensions et creusera les inégalités, le gouvernement comptait s'attaquer de nouveau aux personnes âgées, en ciblant cette fois l'exonération de charges sociales dont bénéficient les plus de 70 ans employant une aide à domicile. Encore un mauvais coup porté à leur pouvoir d'achat. Or, nous venons d'apprendre que le gouvernement renonçait à cette mesure qui devait pénaliser près de 800 000 bénéficiaires. Face à l'émoi suscité par une décision injuste, prise sans concertation, constatant une fois de plus que la méthode n'est pas la bonne. Et M. le Premier ministre l'a reconnu lui-même à l'Assemblée nationale cet après-midi et a été contraint de reculer. À 2 jours de la présentation du budget, veille du Conseil des ministres, vous êtes dans l'improvisation la plus totale. Pour autant, d'autres mesures d'économie annoncées dans le prochain budget 2020 sont particulièrement inquiétantes. Revalorisation des allocations familiales, des pensions de retraite, des APL inférieures à l'inflation. À cela s'ajoute la suppression des services publics de proximité. Et je pense particulièrement aux trésoreries dans nos territoires. Je n'oublie pas non plus la réforme de l'assurance chômage aux conséquences désastreuses pour les plus précaires. Un chômeur sur 2 verra son allocation baisser. Aussi, Madame la Ministre, ma question est simple. Pouvez-vous vous engager sur ces mesures profondément injustes à revoir votre copie, en privilégiant cette fois la concertation et le dialogue social? Pour vous répondre, la parole est à Madame la ministre du Travail. Madame Pénicaud, vous avez la parole. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Corinne Ferré. D'abord, je crois que nous l'avons évoqué, le gouvernement a renoncé à l'hypothèse de suppression, d'exonération des cotisations patronales salariales pour les employeurs à domicile. Ça veut dire qu'on revient à la situation actuelle, et pour que ce soit clair pour tous, ça veut dire qu'une personne qui emploie à domicile, une personne qui aide pour le ménage ou pour les gardes d'enfants ou pour d'autres travaux à domicile, aujourd'hui bénéficie d'une aide importante puisqu'il y a à la fois un crédit d'impôt, une baisse de charges
et cette baisse de charges supplémentaire pour les personnes en situation de dépendance ou en situation ou âgées de plus de 70 ans. Qu'est-ce que ça représente? Pour quelqu'un qui embauche 5 heures par semaine, 20 heures par mois, à 10 € net de l'heure, ce qui est la moyenne constatée en dehors de la région parisienne, une personne à domicile, le coût net, le salaire qui est versé à la personne qui est embauchée est de 200 €. Le coût du travail complet avec les charges est de 367 €. Le coût après les crédits d'impôt et après les baisses de charges, il est de 167 €. Donc on peut dire qu'aujourd'hui, notre politique à la fois de maintien d'emploi à domicile au maximum des personnes âgées, mais aussi de soutien à l'emploi à domicile est très active. Et je crois qu'il faut, je prends cet exemple pour dire qu'il faut regarder les choses comme elles sont, et c'est pareil pour l'assurance chômage. Pour l'assurance chômage, aucun demandeur d'emploi ne va avoir son capital de droit diminué. Simplement, ceux qui gagnaient plus provisoirement en travaillant, au chômage qu'en travaillant, auront une indemnité chômage qui n'est jamais supérieure à leur travail. Par contre, elle sera plus longue. De même, il faudra avoir travaillé 6 mois dans les 24 mois pour bénéficier de l'assurance chômage. Mais du coup, on bénéficiera au moins 6 mois alors qu'avant, c'était 4 mois. Je crois que c'est une réforme équilibrée, dotée d'un investissement très fort dans l'accompagnement. Et en regardant les faits, je pense que nous pourrons nous rapprocher. Merci. La parole. Madame Ferré. 24 secondes. J'entends votre réponse, Madame la Ministre, et 2 précisions. Sur l'assurance chômage, c'est une étude de l'UNEDIC qui le dit, plus de 40% des indemnisés aujourd'hui verront leur montant d'allocation diminuer. C'est une réalité, c'est objectif. Enfin, sur les réformes, moi aussi, nous tous, mais nous particulièrement, nous entendons les Français, nous entendons la colère qui monte. Et cela ne veut pas dire que concerter, comme vous prétendez le faire, est une écoute. Cela ne veut pas dire non plus que lorsqu'on concerte et qu'on écoute, on a déjà des réponses avant même d'engager tout débat. Merci. La parole maintenant notre collègue Sonia de la Prévôté pour le groupe de l'Union centriste. Vous avez la parole. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues, ma question porte sur la circulaire dite zéro artificialisation nette parue dans l'été, invitant les préfets à la fermeté vis-à-vis des documents d'urbanisme. Tant sur le fond que sur la forme, il ne souffle pas vraiment un esprit de décentralisation dans ce texte. Pourtant, alors que le dialogue entre les élus des territoires et le gouvernement s'était réchauffé, cette circulaire signée par 4 ministres le refroidit sérieusement. Si la sobriété de la consommation foncière dont la lutte contre l'artificialisation est un objectif réel et louable, et j'ose le dire partagé, en revanche la méthode proposée jette l'opprobre sur les élus locaux, les rendant suspects d'une inconscience coupable. Que les préfets et l'État accompagnent la rédaction des documents d'urbanisme, c'est légitime et même souhaitable. Ces échanges dans le respect sont indispensables. Mais là, si le document approuvé va à l'encontre de l'objectif affiché, il est demandé au préfet, je cite, de mobiliser tout l'éventail de leviers réglementaires qui va de l'avis défavorable jusqu'à la suspension du caractère exécutoire du document. Donc les élus concertent et dialoguent avec l'État, décident d'ensemble en conscience d'un document d'urbanisme qu'ils votent. L'État peut tout bloquer a posteriori et sur quels critères? Que pèse donc le vote des élus d'un SCOT aux yeux de l'État? Où est l'autonomie des collectivités? Vous le savez, les territoires qui vont en pâtir sont ceux-là même qui voient les services partir, la poste, les écoles fermées, leur population vieillir. Pour quelques territoires jugés déraisonnables, on décide de léser tous les autres. Monsieur le ministre, les mots ont un sens en ces temps de dialogue affiché. Attendre des préfets qu'ils provoquent, je cite, une prise de conscience et une modification des comportements, c'est leur prêter bien plus qu'un rôle réglementaire, vous en conviendrez, et c'est vexatoire. Monsieur le ministre, les territoires sont inquiets. Comment comptez-vous les rassurer et garantir à une petite commune rurale qu'elle a un avenir dans la République? Merci. Pour vous répondre, la parole est au ministre en charge de la ville et du logement, M. Denormandie. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice. La circulaire en question concerne l'artificialisation des sols. C'est un sujet qui aujourd'hui est d'une importance très forte et partagé par nous toutes et tous. Je sais notamment tous les travaux faits par plusieurs d'entre vous sur ce sujet parce que cette artificialisation des sols, ça doit d'abord répondre à une volonté politique au niveau national et au niveau local et portée profondément par les élus locaux. C'est par exemple cette volonté politique qui nous a conduit à faire un choix
un véritable choix en disant que pour certaines villes, ces fameuses villes moyennes, je déteste ce terme, mais c'est comme ça qu'elles sont appelées, eh bien, nous avons pris la décision de réorienter l'investissement locatif, et je parle bien de l'investissement locatif, vers la réhabilitation des centres-villes. Parce que ni vous ni nous ne pouvons accepter de voir ces centres-villes qui périclitent, alors que ces centres-villes sont l'identité de notre pays, la beauté de nos territoires, et tout ça au profit d'autres zones qui pouvaient se mettre en œuvre. Et puis cette volonté politique, Madame la sénatrice, vous le savez très bien, elle nous a conduit également, ou plutôt elle nous oblige également à procéder avec deux orientations principales. La première, c'est qu'il n'y a aucune solution qui peut se définir de manière unique et s'appliquer partout sur les territoires. On a eu des débats ici sur les dents creuses, sur les centres-villes que je viens d'évoquer, sur la densification ici ou là, sur l'aménagement du territoire par les maisons individuelles sur d'autres territoires. Et donc cette approche territorialisée, je peux vous en assurer, nous serons garants de celui-ci. Et puis le deuxième objectif, je crois, Madame la sénatrice, il y a quelques années, vous aviez rédigé un document qui s'appelait « Quand le paysage fabrique la ville ». Moi, j'irai même plus loin. Je pense que l'aménagement fabrique la société. Et à ce titre, l'aménagement est un acte démocratique. Et à ce titre, puisque c'est un acte démocratique, c'est un acte qui ne peut être pris que par les élus locaux. Et donc les préfets, lorsqu'on leur demande de cette circulaire, on leur demande d'avoir un rôle d'accompagnement des élus locaux, avec cette territorialisation et avec cet accompagnement. C'est ça notre objectif et c'est ça que nous mettrons en œuvre, soyez-en assurés. Côté, vous pouvez prendre le micro. Monsieur le ministre, vous le dites justement, les territoires, vous le savez, sont différents, leurs besoins aussi. À aucun moment vous n'évoquez de la souplesse, de la nuance de la part des préfets dans la circulaire. Cela ferait pourtant assurément une bien meilleure circulaire. Merci. Nous avons fini. Merci, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres. Les prochaines questions d'actualité au gouvernement auront lieu la semaine prochaine, à une date qui sera déterminée ce soir par la conférence des présidents. Je vais suspendre la séance. Elle sera reprise à 17h45 pour poursuivre le projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et l'économie circulaire. La séance est suspendue. C'est donc le recul du gouvernement sur la suppression de l'aide fiscale pour les personnes âgées qui emploient d'une aide à domicile qui a ouvert la séance des questions au gouvernement. Alors le sénateur LR Bernard Bonne a déploré que le gouvernement considère les retraités comme étant des variables d'ajustement budgétaire. Alors Muriel Pénicaud, la ministre du Travail, a répondu qu'il y avait bien eu une hypothèse sur laquelle le gouvernement avait travaillé, mais que compte tenu du manque de temps, le gouvernement y avait renoncer. Autre sujet, l'immigration. Alors l'immigration, qui est un sujet, rappelez-vous, sur lequel avait parlé Emmanuel Macron il y a quelques jours. Il avait dit que les bourgeois ne croisaient pas l'immigration, que c'était les territoires les plus pauvres qui en étaient le réceptacle. Alors Patrick Kanner, le président du groupe socialiste, a dit à quoi joue le président lors de ses questions au gouvernement. Édouard Philippe, le Premier ministre, lui a dit qu'il s'agissait là d'un discours d'une grande fermeté, d'une grande précision, d'une grande ouverture qu'avait tenu le président et que parler d'immigration n'était pas un gros mot, n'était pas un petit sujet et que le droit d'asile allait être préservé. Enfin, à noter le retour d'un ancien sénateur dans l'hémicycle, l'actuel haut-commissaire à la réforme des retraites, Jean-Paul Delevoye, qui a rejoint le gouvernement récemment. Merci beaucoup Alice pour toutes ces explications. Et vous en avez parlé au début de vos explications. Le coup de rabot annulé du gouvernement. On va tout de suite rejoindre Alexandre Poussard sur ce sujet. À votre micro, le patron des sénateurs Les Républicains, Bruno Retailleau. Et oui, Bruno Retailleau, ce renoncement du gouvernement finalement sur ce coup de rabot fiscal qui concernait les seniors et l'emploi des personnes à domicile. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette séquence ? C'est un couac évidemment, mais c'est un couac qui est très très inquiétant parce que le gouvernement semble s'acharner sur nos aînés, sur les personnes âgées. Rappelez-vous, on a eu d'abord 25% d'augmentation de la CSG, ensuite on a eu la désindexation des retraites et désormais on s'attaque notamment à l'emploi à domicile. C'est grave parce qu'on a un immense défi qui
qui est le vieillissement, on a un immense défi qui est le maintien à domicile. Et le maintien à domicile des personnes âgées chez elles coûte beaucoup moins cher que dans des structures collectives, dans les EHPAD ou même parfois dans les hôpitaux quand ça va mal. Donc non, je crois que là vraiment ce couac, il veut dire quelque chose et j'espère que sur la réforme des retraites, on ne va pas s'attaquer au pouvoir d'achat des retraités. Sur la méthode, sur cette décision verticale du ministère du Travail sans concertation, est-ce que c'est de l'amateurisme selon vous ? En tout cas, on nous avait promis un acte 2 qui devait tout changer, où on devait avoir de la concertation, du dialogue, et on se rend compte qu'on a des méthodes qui sont prises de façon masquée, de façon cachée. Heureusement que celle-ci a été débusquée, parce que sinon, on y avait droit. Alors, Bernard Borne, votre collègue sénateur Les Républicains, a employé un mot très fort, hein. Les personnes âgées seraient les boucs émissaires du gouvernement. Est-ce que c'est vrai ? On peut le penser, c'est le troisième indice, après la désindexation des retraites notamment, et puis avec la CSG. Je trouve que c'est inquiétant pour ce qui est à venir. Sur les retraites. Je pense que la réforme des retraites aujourd'hui, le gouvernement n'affiche pas le maintien du pouvoir d'achat. Et je crois que ce qu'on doit demander avant toute chose à une vraie réforme des retraites, c'est de dire à nos retraités d'aujourd'hui et de demain, on va vous garantir votre pouvoir d'achat. C'est ce que j'attends du gouvernement. Pour l'instant, c'est flou, et quand c'est flou, vous savez qu'il peut y avoir un loup. Une question sur l'immigration, puisque le Premier ministre Édouard Philippe a été interpellé par votre collègue président du groupe socialiste Patrick Kanner, notamment sur le discours qui s'est durci d'Emmanuel Macron sur la politique migratoire. Est-ce que ce discours un peu durci, il vous satisfait ? On ne sait jamais avec Emmanuel Macron si on a affaire à quelque chose de sincère ou un coup de com'. Et ce qui est incroyable, c'est qu'on fête actuellement la promulgation, le premier anniversaire de la loi qu'a voulu M. Macron sur l'asile et l'immigration. En fait, il a commenté ses échecs puisque cette loi qui est tout juste promulguée il y a 1 an, elle ne fonctionne pas. Il a même été obligé de reconnaître devant ce qu'on appelle la conférence des ambassadeurs. Tous les ans, le président de la République fait venir de tous les pays du monde nos propres ambassadeurs, les ambassadeurs de France dans ces pays. Et il leur a dit, voilà, il y a quelque chose qui ne marche pas. La France est devenue le premier pays d'Europe de rebond pour les déboutés du droit d'asile. Ça ne fonctionne pas. Sauf que c'est l'échec que nous avions prédit de sa loi asile-immigration. Très bien. Merci beaucoup Bruno Retailleau pour votre réaction. Merci beaucoup Alexandre pour cette réaction. On vous retrouve tout à l'heure pour d'autres réactions dans la salle des conférences. On va continuer à débriefer cette séance en plateau avec mon invité Ronan Dantec. Bonjour. Bonjour. Vous êtes sénateur RDSE de la Loire-Atlantique. Le temps fort de cette séance, c'était effectivement cette question qui a ouvert la séance avec ce coup de rabot annulé. Le gouvernement qui renonce donc à supprimer cette aide accordée aux seniors destinée à l'emploi à domicile. Certains dans les rangs de la République En Marche jugeaient que c'était moralement contestable, politiquement inflammable. C'est un ballon d'essai qui a vite implosé. Oui, mais je crois qu'on voit bien qu'on a un gouvernement qui est d'abord fondé sur une orthodoxie budgétaire, qu'effectivement, après les Gilets jaunes, il y a eu un certain nombre de mesures annoncées qui sont plutôt keynésiennes au sens de redonner du pouvoir d'achat aux classes populaires, mais que ça n'est pas assumé par ce gouvernement qui cherche derrière des économies, les cherche de manière particulièrement maladroite sur le fond comme sur la forme. Donc un couac de plus, mais il faut bien voir que derrière, parce qu'on le voit aussi avec la baisse du budget du ministère de l'Environnement, 1500 postes supprimés l'année prochaine, c'est tout à fait colossal. On cherche des économies de tous les côtés. Ce gouvernement reste dans une orthodoxie financière qui n'a jamais marché. Et que donc, c'est là-dessus qu'effectivement, il faut marquer notre désaccord en disant que ça n'est pas comme ça que la société française va mieux se porter. Oui, c'est une erreur, vous le déplorez de la part du gouvernement. Les seniors sont-ils les boucs émissaires, disait Alexandre Poussard, de ce gouvernement? On le voit avec cela, on voit aussi avec la réforme des retraites qui s'annonce et qui met déjà du monde dans la rue. Moi, je crois que ceux qui sont le plus en difficulté aujourd'hui avec ce gouvernement, c'est quand même les gens qui ont de petits salaires, qui ont des situations précaires. Je crois, on ne l'a pas assez dit, que la réforme sur l'indemnité chômage qui avait provoqué, y compris la colère de Laurent Berger, pourtant toujours prêt à dialoguer, va remettre dans la précarité beaucoup de monde et qu'on a au contraire besoin d'une société qui protège toujours davantage les plus fragiles. Je crois que le politique, il est là d'abord pour protéger et que là, effectivement, un certain nombre de mesures qui s'empilent ne donnent pas ce message-là. Autre temps fort tout à l'heure, Ronan Dantec, lors de cette séance de questions d'actualité au gouvernement, il y a eu la question posée par Patrick Kanner autour de l'immigration avant ce débat que l'on attend la semaine prochaine au Sénat et à l'Assemblée nationale. Écoutez tout de suite la réponse d'Édouard Philippe, le Premier ministre. J'ai dit à l'occasion de ma déclaration de politique générale que le Parlement, Assemblée nationale et Sénat auraient l'occasion de discuter à la rentrée, septembre, fin septembre, début octobre, de
la politique migratoire au sens le plus large pour notre pays. Depuis les politiques d'aide publique au développement ou de coopération vers les pays d'origine, jusqu'aux conditions d'intégration des étrangers qui, venus en France, ont vocation à rester dans notre territoire. Ronan Dantec, est-ce que vous pensez que le gouvernement a raison d'aller sur ce terrain? L'immigration, ce n'est pas un gros mot, a dit tout à l'heure Édouard Philippe. Non, et l'intégration non plus. Le problème, c'est qu'on n'a pas le sentiment, et ça fait écho à votre question précédente, que derrière, le gouvernement va débloquer beaucoup plus de moyens en termes sociaux pour faciliter l'intégration. Je n'ai pas senti chez Édouard Philippe cette logique-là. Je crois qu'on agite encore, et vous n'avez pas passé la totalité de sa réponse, mais ce sentiment que la France, finalement, ne peut pas faire face à quelques milliers de demandeurs d'asile. C'est assez absurde. Au contraire, je crois qu'il faudrait, par exemple, qu'on soit extrêmement critique sur la position qu'on a prise à la frontière entre la France et l'Italie, qui a nourri le sentiment en Italie que les Italiens étaient seuls face à ce qu'ils connaissaient en Méditerranée, et qui a nourri Salvini. Et ça, c'était la politique de Collomb. Moi, je crois aujourd'hui que ce qui est le plus déstabilisant avec une petite part de l'immigration, c'est les gens qui sont dans la rue. Ça passe le message que la société française ne peut plus protéger. Et qu'au contraire, la priorité, c'est qu'il n'y ait plus personne dans la rue. C'est comme ça, effectivement, qu'on sécurise, qu'on rassure la société française, certainement pas en créant des boucs émissaires ou en recréant des débats, alors que l'immigration, aujourd'hui, c'est très très peu en termes démographiques. Et là, je ne comprends pas, effectivement, que le président de la République ait rouvert ce débat en ces termes-là. C'est électoraliste. Mais électoraliste, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire en termes électoralistes? D'aller sur le terrain de la droite, voire de l'extrême droite, et d'aller sur ces sujets-là? Je le crains un peu, évidemment. Mais je crois qu'à un moment, il faut que nous, à gauche, on soit aussi capable de dire, finalement, notre vraie question, ce qui rend anxiogène aujourd'hui la société, c'est les gens à la rue. C'est le fait que cette société riche donne le sentiment que si on est en difficulté, parce qu'on est fragile, qu'on soit immigré, qu'on soit travailleur précaire, qu'on soit en mauvaise santé, on ne sera pas aidé. Et c'est là-dessus, je crois, que la gauche aujourd'hui doit repartir à l'offensive en disant notre rôle, c'est de sécuriser la société. Donc si le gouvernement sort de ce débat qui avait été annoncé par Édouard Philippe en disant nous allons faire plus pour mieux accueillir ceux qui sont des demandeurs d'asile, donc qui ont des droits en France, alors on ira dans le bon sens. Je reste effectivement pour l'instant plutôt inquiet sur les réponses qui seront apportées. Ronan Dantec, vous restez avec moi, mais on va tout de suite rejoindre Alexandre Poussard dans la salle des conférences du Sénat. Alexandre, vous êtes avec le sénateur socialiste Jean-Louis Touraine. Quelle est sa réaction à ce que dit Ronan Dantec? Il dit le rôle de la gauche, c'est de dire notre rôle, c'est de sécuriser la société. Oui, Jean-Louis Touraine. Est-ce que le rôle de la gauche dans ce début de mouvement social contre la réforme des retraites, c'est de sécuriser la société? Ça a toujours été le rôle de la gauche de sécuriser la société, de faire en sorte que nous puissions vivre ensemble de la meilleure façon possible, ce qui suppose qu'il y ait davantage de justice sociale, qu'il y ait davantage de formation, que chacun puisse s'intégrer dans les meilleures conditions, y compris ceux qui viennent chez nous et qui doivent pouvoir aussi bénéficier des moyens de leur intégration à l'intérieur de notre société. Dans la réforme des retraites prévue par le gouvernement, comment la gauche peut finalement apporter au débat et permettre que le gouvernement revoie sa copie? Je crois déjà qu'il y a les manifestations. Les manifestations et dans la rue, mais aussi les manifestations de mécontentement. Ce qui a déjà obligé le gouvernement à changer de posture, puisque c'est tout de même sur la méthode, c'est tout à fait curieux qu'au fil du temps, les positions changent, on revient sur ce qu'on a dit. Au mois d'avril, le président de la République indiquait que les 64 ans, c'était impossible de revenir là-dessus. Et puis, vous avez vu ces déclarations disant qu'après tout, 64 ans, ce n'était pas forcément la meilleure chose. Donc, notre rôle à nous, c'est de montrer combien ça peut engendrer d'injustice, au-delà des belles déclarations auxquelles personne ne croit plus. Le gouvernement, en général, manie la supercherie avec une dextérité remarquable. Alors ça a marché pendant un certain temps, ça ne marche plus. Et quand il nous dit que la réforme des retraites par points, ça va être une amélioration, on sent bien que derrière ça, il y a une volonté de faire des économies alors qu'il n'y avait pas besoin d'en faire. Mais alors sur ce que dit Jean-Paul Delevoye, le haut-commissaire à la réforme des retraites, à métier identique, une retraite identique, à cotisation identique, une retraite identique, ce n'est pas ça la justice selon vous? Ça veut dire que vous sacralisez les inégalités de salaire.
vous les prolongez pendant la retraite. Et ça veut dire aussi que ceux qui vont vivre le moins longtemps, ceux qui ont une espérance de vie de 10 ans, qui ne vont pas profiter de tout ce qu'ils ont cotisé, vont payer pour ceux qui sont les plus riches et qui, eux, ont une espérance de vie beaucoup plus longue. C'est pas ça la justice. Très bien. Merci beaucoup, Jean-Louis Touraine, pour votre réaction. Merci beaucoup Alexandre pour cette réaction. Ronan Dantec, je voudrais pour conclure que l'on parle d'un sujet qui n'a pas été à l'ordre du jour de cette séance de questions d'actualité au gouvernement. C'est d'ailleurs assez étonnant. Qu'est-ce que vous avez pensé des échanges entre Greta Thunberg et Emmanuel Macron? Lui qui critique les marches pour le climat, elle qui attaque la France pour son inaction climatique. C'est l'escalade, est-ce que c'est utile? On est bien obligé de constater qu'on ne tient pas les engagements de l'accord de Paris ici en France. Personne ne les tient. Et que donc, que Greta Thunberg, qui, je trouve, fait preuve de beaucoup d'intelligence dans ce qu'elle porte dans le débat public. Je crois qu'elle est beaucoup plus intelligente qu'un certain nombre des commentaires qu'elle reçoit en retour. Et il y en a qui sont absolument terrifiants, y compris de gens qui sont sensiblement des gens reconnus de l'intelligentsia française. Je crois qu'aujourd'hui, les jeunes disent le compte n'y est pas. Et que donc, ils n'attendent pas des discours, ils attendent des résultats. Et des résultats quantitatifs. Ils n'attendent même pas un chapelet d'action, ils attendent des résultats quantitatifs. Et qu'effectivement, dire à la France, désolé, vous ne tenez pas vos engagements, c'est vrai. Et que donc, qu'Emmanuel Macron, que d'autres se sentent interpellés, moi, à leur place, je le prendrais comme justement une incitation à agir encore plus. Donc vous déplorez la réaction d'Emmanuel Macron, qui trouve qu'il se fait faire la leçon. On a entendu les réactions ce matin du gouvernement qui juge que ce discours il est trop radical, qu'il y a même trop de haine, enfin le discours de Greta Thunberg. Oui, moi je pense qu'il y a une incompréhension, et il y a notamment une incompréhension politique sur le fait que les dernières projections de la communauté scientifique, comme l'Institut Simon Laplace, qui est reconnu internationalement, Institut français, qui disent peut-être plus 7 degrés au XXIe siècle. Ça veut dire que mes enfants, mes petits-enfants, les vôtres n'ont aucun avenir. Et que cette colère de la jeunesse, elle ne va pas disparaître, et elle ne disparaîtra que si on donne des solutions réelles. Or, ce gouvernement, je pense aujourd'hui à une difficulté, et c'est toutes vos questions, qui est qu'il manque 40 milliards d'investissements publics et privés par an pour que la France tienne ses objectifs sur le climat. C'est totalement contraire avec cette orthodoxie dont on parle depuis le début de l'émission. Il faut trouver de l'argent, il faut remettre de l'argent, et cet argent doit être aussi un moyen de créer de l'emploi, de la cohésion sociale. Les deux vont ensemble. Et effectivement, ce gouvernement n'a pas décidé d'aller dans ce sens, même s'il y a un discours fort incarné par le président sur la question climatique. Je précise d'ailleurs que vous aviez travaillé sur un rapport sur la France en 2050 et son adaptation au dérèglement climatique. Donc vous savez bien les difficultés que cela peut poser pour vos enfants et vos petits-enfants. Sur ce point, et on voit bien aussi, et je crois que c'est notre question à tous, j'essaye de ne pas être trop politicien dans mes interventions, mais il faut construire un contrat, des équilibres de court, moyen terme entre les intérêts des uns et des autres pour faire évoluer la société. La question de l'eau, il y avait une question cet après-midi là-dessus, est au centre. La question des pesticides, il y avait aussi une question, est au centre. Et là, je n'étais pas d'accord avec Emmanuel Wargon parce que quand elle dit que 20% finalement des surfaces vont être perdues, non, il suffit de les passer en bio. Donc là, on voit bien qu'il y a des logiciels qui ont du mal à bouger. Et oui, on peut bouger, ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup Ronan Dantec d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous d'avoir suivi cette émission à 18h30. Ne manquez pas, allons plus loin, la nouvelle émission de Rebecca Fitoussi. Au programme ce soir, le débat sur la PMA vue du Sénat. Bonne soirée, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles questions d'actifs.